Abdel Fattah al-Sisi a appelé ce mercredi les électeurs à participer massivement au scrutin présidentiel la semaine prochaine. Il a nié la veille toute responsabilité dans l'absence de l'opposition dans ce processus électoral. En RDC, les élections présidentielles et législatives sont prévues pour le mois de décembre 2018 selon la Commission électorale nationale indépendante. Au sein de la population, les avis restent partagés. Près de 5000 personnes en provenance de l'Éthiopie se sont réfugiées du côté kényan de la ville de Moyale après la mort de 9 civils tués le week-end dernier par des soldats éthiopiens dans des circonstances controversées. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. C'était donc là le sommaire. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé ce mercredi les électeurs à participer massivement au scrutin présidentiel la semaine prochaine. C'était lors d'un discours dans une salle majoritairement remplie de femmes le jour de la fête des mères. Le chef de l'État a fait cet appel après avoir nié la veille toute responsabilité dans l'absence de l'opposition dans ce processus électoral. Reportage. Nous devons affirmer au monde que ce pays est dirigé par son peuple. À travers ces mots, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi appelait les électeurs à participer massivement au scrutin présidentiel des 26, 27 et 28 mars prochains. C'était lors d'un discours dans une salle majoritairement remplie de femmes le jour de la fête des mères. Le président sortant brigue un deuxième mandat de 4 ans face à un unique candidat, Moussa Mostafa Moussa, qui est aussi l'un de ses plus fervents soutiens. Plusieurs autres candidats, considérés comme ayant de bonnes chances de récolter des voix, ont été écartés de la course ou interpellés. Dans la course à la présidentielle, l'ancien chef d'état-major Sami Anan a été interpellé peu après avoir annoncé sa candidature. Selon l'armée, le général de réserve a enfreint la loi militaire en se déclarant candidat illégalement. L'ex-premier ministre Ahmed Shafik avait été conduit dans un hôtel à son retour d'exil aux Émirats arabes unis après s'être déclaré candidat. Il y est resté jusqu'à ce qu'il retire sa candidature. Dans une interview à la télévision égyptienne mardi soir, le président Abdel Fattah al-Sisi a estimé que l'absence de concurrents sérieux dans ce processus électoral n'était pas de sa responsabilité. L'organisation Human Rights Watch a estimé mercredi que la situation actuelle en Libye, plongée dans le chaos politique et l'insécurité, ne permettrait pas la tenue d'élections libres et transparentes. Cette annonce intervient alors que 2018 semble être l'objectif pour tenir ces scrutins. Reportage. La communauté internationale presse les autorités du pays de tenir des élections en 2018 censées départager les camps politiques rivaux et rétablir l'ordre dans ce riche pays pétrolier miné par l'instabilité depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Mais la nature et la date des élections restent toutefois à déterminer. Pour que des élections soient libres et transparentes, elles doivent se tenir dans un environnement sans coercition, discrimination, intimidation des électeurs, des candidats ou des partis politiques, a affirmé Human Rights Watch dans un communiqué. La Libye n'a jamais été aussi loin du respect du droit et des droits de l'homme, encore plus de conditions acceptables pour la tenue d'élections libres, a estimé Eric Goldstein, directeur adjoint de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Des lois restrictives ont sapé la liberté de parole en Libye, a déploré Human Rights Watch, affirmant que des groupes armés ont intimidé, menacé, harcelé, agressé physiquement et détenu arbitrairement des journalistes, des militants politiques et des défenseurs des droits de l'homme. Le pays est sous la coupe de nombreuses milices qui œuvrent dans l'impunité la plus totale, tandis que 2 autorités politiques rivales se disputent le pouvoir. Le GNA, issu d'un accord parrainé par l'ONU, est basé à Tripoli et un gouvernement parallèle dans l'Est, soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar, qui conteste la légitimité du GNA. Les autorités doivent être en mesure de garantir le droit de réunion, d'association et de parole à tous les participants à ces élections, a souligné Goldstein. En accédant au pouvoir par un coup d'État militaire en 1969, Mouammar Kadhafi avait proscrit les élections, un exercice démocratique pourtant garanti sous la monarchie par la constitution libyenne de 1951 qu'il a aboli. Human Rights Watch a déploré par ailleurs dans son communiqué un cadre juridique opaque des élections prévues en 2018. Un projet
projet de constitution doit être en effet soumis à référendum et une loi électorale doit être rédigée et adoptée avant d'éventuelles élections. En attendant, 2,4 millions d'électeurs ont été enregistrés par la Commission électorale nationale sur une population de 6 millions. En République démocratique du Congo, les élections présidentielles et législatives sont prévues pour le mois de décembre 2018. Selon la Commission nationale indépendante, au sein de la population, les avis restent partagés. D'aucuns estiment qu'il n'y a pas lieu d'espérer, mais d'autres par contre pensent que des signes existent et montrent déjà qu'il y aura bel et bien des élections en décembre de cette année en cours. On les écoute. Alors jusqu'à ce jour, nous pensons que tout est sur la bonne voie parce que la loi la plus importante qui nous reste maintenant, c'est la loi sur la répartition des sièges qui doit être examinée pendant cette session de mars au niveau du Parlement et aussi certaines mesures de décrispation pour que ces élections se passent dans la bonne voie. Et nous osons croire que c'est la volonté politique qui fera à ce que nous puissions respecter la date du 23 décembre 2018. Et surtout que la Commission électorale nationale indépendante, ce n'est pas elle-même qui s'autofinance. Elle doit être financée par le gouvernement congolais et aussi par certains partenaires qui voudraient aussi voir ce calendrier respecté dans notre pays. Donc voilà, il y a des contraintes sécuritaires qui, si elles ne sont pas levées, il y a lieu de douter que les élections puissent s'organiser à cette date-là. Mais il y a aussi les contraintes financières. Les élections coûtent à peu près $1 milliard selon les budgets tels que présentés par M. Nanga, qui est le président de la commission électorale. Mais il y a un mois, le porte-parole du gouvernement, ministre Mende, avait dit que le gouvernement avait mobilisé $500 000. Donc vous voyez qu'il y a encore des montants importants qui restent pour financer les élections et surtout que jusqu'à présent, il n'y a pas de signaux des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo comme l'Union européenne, les États-Unis qui d'habitude financent les élections. C'est vrai, ils ont aussi posé des conditions pour pouvoir financer les élections. Et il y a aussi une autre contrainte, c'est la contrainte législative. Au niveau de la CENI, on attend la loi sur la répartition des sièges. Jusqu'à présent, on n'a pas encore cette loi. Donc voilà, si jamais ces contraintes-là ne sont pas levées, donc à mon sens, en tant qu'analyste politique, j'ai envie de dire qu'on ne pourra pas aller aux élections à cette date-là, mais jusqu'à présent, il y a l'optimisme au niveau du gouvernement. Bon, jusqu'à là, je continue à croire qu'il y aurait élection le 23 décembre, parce que les signaux que la CENI nous donne à ce moment sont parfaits, parce que la CENI a publié le calendrier électoral depuis le mois de novembre de l'année passée. La CENI a clôturé l'enrôlement des électeurs depuis fin janvier. La CENI est actuellement en train de consolider les fichiers électoraux pour nous donner les corps électoraux, c'est-à-dire ceux qui vont aller voter le 23 décembre 2018. Par rapport à ça, par rapport au chronogramme que la CENI nous a donné, jusque-là, il n'y a pas de quoi que ça me laisse croire qu'il y aurait élection. Près de 5000 personnes en provenance de l'Éthiopie se sont réfugiées du côté kédien de la ville de Moyale après la mort de 9 civils tués le week-end dernier par des soldats éthiopiens dans des circonstances controversées. Il s'agit de chiffres qui ont été annoncés mardi par la Croix-Rouge kédiane. Voici les images. La majorité étaient des femmes et des enfants. Selon un communiqué de la Croix-Rouge kenyane, ils étaient près de 5000 personnes qui se sont réfugiées du côté kényan de la ville de Moyale après avoir fui la partie éthiopienne. Ces déplacements massifs ont été observés depuis que 9 civils ont été tués le week-end dernier par des soldats éthiopiens dans des circonstances controversées. Selon des habitants de Moyale qui ont requis l'anonymat, l'armée éthiopienne recherche des membres du Front de Libération Oromo, un groupe armé rebelle, et ces personnes sont en fuite par crainte d'être pris pour cible. Une version officielle avait rapporté dimanche que des soldats avaient tué 9 civils près de Moyale après les avoir pris par erreur pour des rebelles. Mais d'autres témoins avaient contesté cette version.
L'armée est arrivée et a commencé à tuer des gens, tuant beaucoup de gens sans but. Et c'est pourquoi moi et les 8 membres de ma famille avons fui l'Éthiopie et sommes venus chercher refuge ici au Kenya. The situation here is not very good because we have a lot of people. La situation ici n'est pas très bonne parce que nous avons beaucoup de gens dans cette région. Ce sont des réfugiés de la région frontalière. Nous n'avons pas assez d'eau, ils n'ont pas d'abri et nous craignons que certaines maladies ne viennent plus tard. And we are fearing for some diseases to come later. Nous avons fui l'Éthiopie parce que les forces de défense nationale éthiopiennes sont venues et ont attaqué, tuant 14 personnes, et nous ne savons pas pourquoi. Le meurtre de civils par le gouvernement éthiopien est une norme parce que depuis 27 ans, sous le régime de Meles Zenawi, et jusqu'à aujourd'hui, le peuple Oromo est maltraité. La fusillade s'est produite dans un quartier réputé pour son opposition au gouvernement éthiopien. Les relations entre la population et les soldats déployés à Moyale se sont tendues après la déclaration de l'état d'urgence au lendemain de la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Les dirigeants africains présents à Kigali pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine ont signé l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale. Le plus dur commence donc désormais avec la ratification du projet. L'accord prévoyant la mise en place d'une zone de libre-échange continentale a été signé mercredi lors de la cérémonie de clôture du sommet extraordinaire de Kigali. Ce jour est historique après Addis Abeba en 1963, Abuja en 1991, Durban en 2002. Kigali marque une nouvelle étape dans notre marche vers plus d'intégration, a déclaré Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, lors de la cérémonie de clôture. Nous avons plus de 40 pays qui ont accepté de signer l'accord sur la zone de libre-échange sur 55. Nous pouvons être fiers du travail accompli, a-t-il déclaré. Sans plus de précision, les tests présentés par les dirigeants africains présents à Kigali sont l'aboutissement de 2 ans de consultations menées sous l'égide du président du Niger, Mahamadou Issoufou, en charge des travaux et des consultations depuis janvier 2016. 3 accords ont été signés mercredi, celui sur la zone de libre-échange, le protocole de libre circulation des personnes sur le continent et la déclaration de Kigali, déclaration solennelle de fin de sommet. Ce projet d'une zone de libre-échange continentale, une des pierres angulaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine, est en discussion depuis 2012 et avoisinerait 2500 milliards de dollars de PIB cumulés. Mais le plus dur commence maintenant. Selon le test signé mercredi, pour entrer en vigueur, le test devra être ratifié par un minimum de 22 pays. Ce chiffre a fait l'objet de longs débats en amont de la signature, certains pays comme l'Afrique du Sud étant réticents à un taux de ratification trop bas et privilégiant une exigence minimale de 2/3 d'États ayant ratifié le test avant sa mise en œuvre. L'objectif établi pour une rentrée de vigueur de l'accord est fixé à janvier 2019, un timing que plusieurs pays, à commencer par l'Afrique du Sud, jugent trop juste pour accomplir le processus de ratification, régler les questions juridiques en interne tout en préparant l'élection prévue pour 2019. En Guinée, une manifestation des femmes de l'opposition pour exiger justice pour des victimes des violences politiques a été étouffée dans l'œuf mercredi dans le centre de Conakry. C'est en tout cas le constat fait et rapporté par nos confrères de l'agence France Presse. L'opposition qui conteste les résultats des élections locales du 4 février, officiellement remportées par le parti du président Alpha Condé, a organisé depuis des manifestations pour en exiger la révision qui se sont soldées par une douzaine de morts. Une controverse oppose le principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, dirigée par l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, aux autorités sur la responsabilité de ces violences. Des dizaines de policiers, gendarmes et même soldats par endroits, casqués, armés et munis de matraques, avaient érigé des barrages et filtré les entrées dans la presqu'île de Kaloum, le quartier administratif et des affaires qui abrite le palais présidentiel. Tous les véhicules et les motocyclistes étaient systématiquement fouillés, des personnes à bord interrogées sur les raisons de leur venue. Ce déploiement a empêché les femmes de l'opposition d'arriver jusqu'au ministère de la Justice pour soutenir un sit-in et déposer un courrier au garde des Sceaux
Cher Sako, c'est déjà un succès pour nous puisque le gouvernement a mobilisé tout cet arsenal pour nous attendre en paralysant le quartier administratif, a déclaré à l'agence France-Presse la présidente nationale des femmes de l'UFDG, Maïmouna Diallo, organisatrice de la manifestation. Nous manifesterons tant que nous n'obtiendrons pas justice pour nos morts, a-t-elle assuré. Le calme était revenu en début d'après-midi et le dispositif allégé. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.